Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans le cadre de ma thèse et qui concernent l'importance des stimulations orales et viscérales dans la mise en place des choix alimentaires chez le porc et les réponses cérébrales sous-jacentes. Donc, je vais d'abord un peu définir rapidement l'intérêt en fait, d'étudier ce type de phénomène chez le modèle porcin. Donc, on sait depuis maintenant quelques années qu'il y a de nombreuses similitudes entre le porc et l'homme. En termes de régime alimentaire, on a deux espèces par exemple qui sont omnivores avec des besoins en nutriments qui sont très similaires. En termes d'anatomie digestive aussi, avec des phases de développement et des fonctions qui se ressemblent beaucoup. Et on sait aussi que le porc a des capacités cognitives importantes dans plusieurs tâches, que ce soit spatiales ou d'apprentissage. Et également, on sait qu'en termes d'anatomie et de fonction cérébrale, le porc et l'homme partagent de nombreuses similitudes. Donc, toutes ces similitudes en font un modèle intéressant pour la recherche biomédicale, et notamment pour la nutrition et santé. L'étude des préférences et des aversions peut permettre d'envisager plusieurs applications. Donc, par exemple, la meilleure compréhension des préférences alimentaires et de leur mise en place peut permettre d'aboutir à des recommandations en termes d'éducation alimentaire et de pallier la mise en place d'habitudes alimentaires délétères et de préférences exacerbées, notamment les préférences exacerbées pour le sucre ou le gras. Et au contraire, l'étude des aversions alimentaires pourrait permettre de mieux comprendre les problèmes de dénutrition et d'aversion en milieu hospitalier, notamment chez les patients cancéreux ou les patients âgés, et également améliorer la palatabilité des médicaments, notamment pour les jeunes. Alors, je vais commencer par le volet des aversions alimentaires. Donc, on a essayé de valider un modèle porcin d'aversion alimentaire conditionnée et d'identifier les zones cérébrales qui étaient impliquées dans le traitement de signaux alimentaires aux valeurs hédoniques contrastées, avec l'hypothèse qu'on va avoir l'implication de structures cérébrales reconnues chez l'homme pour être impliquées, avoir un rôle dans les phénomènes de plaisir et de récompense alimentaire. Donc, on a utilisé des porcs juvéniles en cage individuelle. Donc, pendant une première semaine, ils ont subi une chirurgie pour l'implantation d'un cathéter duodénal, suivi d'une phase d'habituation à leur environnement et de rétablissement. Puis, pendant 2 semaines, ils ont subi un conditionnement qui a été donc expliqué précédemment, qui consiste à associer 2 aliments aromatisés avec des flaveurs des huiles essentielles à des traitements représentés par des infusions intra-duodénales. Donc, un jour sur 2, les animaux étaient associés. Un des aliments aromatisés était associé avec une infusion de chlorure de lithium, donc une substance émétique qui va provoquer un malaise gastrique et qui, à terme, devrait provoquer une aversion alimentaire pour la flaveur associée. Et le traitement contrôle, donc l'autre flaveur, était associé avec une infusion de sérum physiologique qui n'a aucun bénéfice ou qui ne provoque aucun problème gastrique. Donc ensuite, la mise en place de l'aversion a été vérifiée par des tests de choix réalisés la semaine suivant le conditionnement et 5 semaines après, entre les 2 aliments. Et entre-temps, les animaux ont été soumis à des séances d'imagerie cérébrale. Donc, concernant l'imagerie cérébrale, les animaux anesthésiés ont été soumis à une stimulation olfacto-gustative avec donc, la flaveur des 2 aliments, donc 2 séances par animal. Donc, grâce à des dispositifs développés dans notre laboratoire, on dépose des gouttes de salive aromatisée avec la flaveur de l'aliment, avec une infusion d'air aromatisé dans la narine de l'animal. Donc, suite à ça, les animaux ont été soumis à donc, la tomographie par émission positronique, couplée au 18-FDG, qui est une molécule radiomarquée qui va se fixer dans le cerveau au prorata de l'activité cérébrale. Donc, concernant les résultats, ce qu'on observe, c'est qu'à la fois 1 semaine et 5 semaines après le conditionnement, on a un net évitement de l'aliment qui avait été précédemment associé donc, au chlorure de lithium. Donc, on a la mise en place d'une aversion robuste et durable pour la flaveur précédemment associée au chlorure de lithium. En termes de réponse cérébrale, donc là, vous avez une carte d'activation. Donc ça représente en fait les différences d'activation entre la perception de la flaveur aversive avec la perception de la faveur contrôle. Donc en bleu, on a les zones qui sont moins activées lors de la perception de la flaveur aversive, et puis en vert rouge, les zones plus activées.
Donc d'un point de vue statistique, on a une désactivation du cortex préfrontal qui est impliqué chez l'homme dans les processus de motivation et de récompense, donc lors de la perception de la flaveur aversive. Et on a également une désactivation des structures du circuit de la récompense, donc le putamen, le globus pallidus, qui chez l'homme sont caractérisés pour se désactiver aussi lors de la perception de stimulus aversif. Donc on a ici la validation d'un modèle porcin de l'aversion alimentaire conditionnée. Donc du point de vue des préférences, on a essayé là de valider un modèle porcin de la préférence alimentaire conditionnée. Donc on a utilisé également des porcs juvéniles en loge individuelle. Donc cette fois, on a travaillé sur la boisson pour s'affranchir de l'apport calorique lié à l'aliment. Donc on a été dans des cages avec 2 abreuvoirs. Donc le paradigme expérimental, on avait 1 semaine d'habituation, suivie d'une période de conditionnement et de tests de choix. Donc là, on associait une boisson, là encore aromatisée, avec cette fois, donc on a utilisé le saccharose en tant que stimulus renforçateur, donc qui a été ajouté directement dans la boisson pour avoir à la fois les calories lors de l'ingestion et le goût sucré qui est supposé renforçateur. Et puis le traitement contrôle, donc on n'a ajouté aucun composé dans la boisson. Donc concernant les résultats, on observe pendant le conditionnement que dès la 2e répétition du conditionnement, on a un attrait, une consommation accrue de la boisson qui est additionnée de saccharose. Donc le saccharose à cette concentration semble renforçateur pour le porc. Et donc ça semble confirmer le premier jour des tests de choix, puisque même en l'absence du saccharose, lorsqu'on donne le choix entre les 2 boissons aromatisées, on a une préférence pour la flaveur qui était précédemment associée au saccharose. Par contre, on ne l'observe pas le jour 2. Donc là, on a le développement d'une préférence, mais seulement à court terme, qui disparaît très vite. Donc on a validé un modèle de la préférence, mais avec quelques petites limitations. Donc on a voulu aller voir plus loin et savoir comment le saccharose, donc qui est renforçateur, était traité au niveau central et comparer plus précisément la perception orale et ou viscérale du saccharose et voir si, même de manière indépendante, cette perception était capable de provoquer des réponses dans le centre du plaisir au niveau du cerveau. Donc là, on a utilisé encore des porcs juvéniles, donc en suivant à peu près la même procédure que dans la première expérience, sur des animaux anesthésiés. On leur a infusé sur la langue soit donc, du saccharose, soit pour le traitement contrôle de la salive artificielle neutre, couplée avec une injection de saccharose au niveau du duodénal ou d'eau distillée pour le traitement contrôle. Et donc ensuite, les animaux ont été soumis à une technique un peu différente, qui est la tomographie par émission monophotonique, couplée au technetium 99, donc qui est pareil un radioélément qui va se fixer dans le cerveau au prorata de l'activité cérébrale. Donc en termes de résultats, à chaque fois on compare un traitement, donc sucrose orale et duodénale, sucrose juste orale ou juste duodénale, avec le traitement basal, donc contrôle, où on n'a aucune stimulation sucrée ni calorique. Donc on obtient encore des cartes d'activation, avec en jaune, rouge les zones plus activées dans le cas de notre traitement, et en bleu les zones moins activées avec notre traitement comparé au contrôle. Donc ce qu'on observe, c'est une activation des structures du circuit de la récompense lorsque l'animal perçoit le sucre et les calories du saccharose au niveau duodénal. Donc ce qui a été trouvé chez l'homme de manière assez importante dans la littérature, donc ça confirme ce qu'on trouve chez l'homme. De manière intéressante, on trouve des résultats similaires avec une activation du circuit de la récompense quand le sucre est uniquement perçu au niveau viscéral, donc suggérant que le goût sucré n'est pas nécessaire pour entraîner des réponses positives au niveau central. Et enfin, on a des réponses intermédiaires avec des désactivations et des activations du circuit de la récompense et une désactivation du cortex préfrontal, donc des zones impliquées dans la motivation, lorsqu'on a le sucre uniquement au niveau oral. Donc c'est assez surprenant parce qu'on s'attendait à une réponse plus positive lors de la perception seule du sucre au niveau oral. Donc en conclusion, quelles sont les applications qu'on peut voir de ces travaux ? Donc, le fait d'avoir réussi à développer un modèle porcin d'aversion alimentaire peut permettre d'envisager de tester des stratégies de rétablissement de la prise alimentaire chez ces animaux,
pour essayer de voir comment on pourrait pallier au problème de dénutrition au milieu hospitalier, en utilisant par exemple des additifs alimentaires supposés stimuler l'appétence des aliments. Et puis du côté des préférences, la remise en question entre l'importance des calories et du goût pourrait permettre d'envisager de mettre en place de nouvelles stratégies d'éducation alimentaire qui pourraient remplacer finalement les stratégies qui visent à utiliser des édulcorants artificiels à faible valeur nutritive. Donc je remercie l'ensemble des personnes qui ont participé au projet et je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline. Donc on a quelques minutes pour les questions. Frédéric, est-ce qu'on peut lui apporter un micro? Ça ne marche pas le nôtre. Merci pour cette présentation. Dans votre expérience d'aversion alimentaire, vous ne voyez pas de structure activée comme le cortex insulaire ou l'amygdale, qui sont généralement classiquement activés? Si, alors là, je n'ai pas présenté l'ensemble des résultats parce que ça aurait été un peu long. Mais effectivement, alors on n'a pas des résultats qui sont toujours aussi clairs. J'ai observé, oui, l'activation de l'amygdale, qui, on sait, est impliquée dans les processus justement de conditionnement. Par contre, le cortex singulaire, insulaire, oui, pareil. Donc on a eu des désactivations aussi dans ces cortex. Mais là, je n'en ai pas parlé parce que je pense que ça a plus trait aux apprentissages finalement. Et là, on était plutôt sur la perception directe de la. On n'était pas dans un contexte où l'animal apprenait en même temps qu'on relevait l'activité cérébrale.